Nous essayons, dans le laps de temps qui nous est imparti, de satisfaire à toutes les interrogations. Et je voudrais donner la parole à Monsieur Darmon. Monsieur Darmon, qui est mon voisin ici, et qui souhaiterait vous entreprendre des libertés, qui, je crois, est un problème très important. Oui. Monsieur le Président, j'aimerais faire un tout petit préalable. Je vais citer des noms. Je vais être obligé de citer un certain nombre de noms. Je voudrais que vous voyiez ici qu'une atteinte aux fonctions et non pas aux personnes. Vous fondez votre projet politique dans votre livre, dans vos discours, depuis votre campagne présidentielle, sur une pensée libérale moderne, avancée, et vous fondez même votre projet sur, plus généralement, la notion même de liberté. 4 séries d'événements que je me permets de rappeler à titre uniquement documentaire, pas dans mon esprit de vous entreprendre sur chacun de ces points, me paraissent faire difficulté pour cette pensée libérale. La première, c'est un certain nombre de ce qu'il est convenu d'appeler des affaires. Shekaldi, Charette, le non-lieu dans le Canard enchaîné, toutes ces affaires qui traînent autour de la justice et qui font problème à l'opinion publique, posent le problème de la liberté civile et de la liberté de la justice. Une seconde série d'événements, ce sont les interventions de vos proches, et en particulier du ministre d'État, M. Poniatowski, qui quelquefois fait des anticipations de jugement. Je pense par exemple à l'affaire Patrick Henry, au comité de soldats, à l'affaire de Breuil, qui pose le problème de la tentation autoritaire. La troisième série d'événements, c'est la concentration des moyens de presse, en particulier l'entreprise Ersan, qui menace, à mon avis, gravement la liberté d'entreprise, la liberté d'opinion et la liberté d'expression. La quatrième et la dernière, et c'est à vous que je m'adresse, Monsieur le Président, parce que jusqu'à présent c'était l'administration, le privé, mais celle-ci vous concerne plus particulièrement. Vous avez, cela a été rappelé, taxé un peu rapidement, me semble-t-il, dans votre livre et dans nombreuses déclarations, le programme commun de collectivisme et maintenant de pure et simple bureaucratisation. Ce qui vous paraît lumineux, la bureaucratisation et le collectivisme, n'a pas paru lumineux à 49% de Français, et il n'y a pas si longtemps que cela. Vous n'avez pas... On n'est plus sur les libertés, là. Si, vous allez comprendre pourquoi, Monsieur le Président. On n'est plus sur les libertés, là. Si, vous allez comprendre pourquoi, Monsieur le Président. On n'est plus sur les libertés, là. Si, vous allez comprendre pourquoi, Monsieur le Président. Vous ne désavouez pas Monsieur Poniatowski lorsqu'il traite le Parti communiste de fasciste, par exemple. Et ceci, cette simplification, nuit à la liberté de choix politique et d'information des Français. Je dois dire, pour éviter tout faux débat là-dessus, sur ce point précis, je termine. Je dois dire, pour éviter tout faux débat, qu'en tant que communiste français, parce que j'ai rien à cacher de ce point de vue, je suis contre toutes les pratiques policières, les répressions psychiatriques et politiques qui ont lieu dans les pays socialistes. Et résolument. Et s'il le fallait, je signerais une charte des 78, qui deviendrait 78 désormais. D'où ma question. Dans ces conditions, Monsieur le Président, que je viens de rappeler, longuement j'en conviens, comment vous croire lorsque vous nous parlez de liberté? Je vous retournerai volontiers votre question. Comment vous croire quand vous parlez de liberté? Mademoiselle Alévi, tout est prévu. Oui. Mademoiselle Alévi, tout est prévu. Oui, comment vous croire? Bon, moi, je connais les différents pays du monde. Je suis à la tête de l'État français, mais j'ai visité d'autres pays. Et je peux vous dire que la France est un des pays les plus libres du monde. Et je le dis sans craindre le démenti de personne. Je respecte des opinions comme communiste, mais je poserai d'autres questions. Oui. Car nous citer comme exemple de liberté, au début de l'année 77 ou à la fin de 1976, les régimes communistes, il faut une singulière ignorance ou inconscience. Et les Français qui ont vu récemment un certain nombre d'émissions à la télévision ont été édifiés sur ce point. Alors moi je vous dirais ce que je fais, je crois que la France est à l'heure actuelle un des pays les plus libéraux du monde. Vous êtes un communiste et vous parlez avec le chef de l'État. Vous me citez un pays communiste où quelqu'un qui serait un opposant, non pas seulement au chef de l'État, mais au régime, serait devant plusieurs millions de personnes en train de poser ces questions, vous m'en citer un seul. Et même imaginer que ça puisse se produire. Les libertés.
Les libertés d'information. On a créé les 3 chaînes de télévision, la radio, on leur a donné des conseils d'administration, je n'interviens pas dans la gestion. Vous voyez les émissions, certaines sont favorables, certaines sont critiques, fréquemment, je n'interviens jamais, je ne proteste pas. J'ai indiqué que je ne poursuivrai jamais un organe de presse. J'espérais d'ailleurs qu'ayant pris cette attitude libérale, certains organes de presse eux-mêmes auraient le sentiment de la dignité et du respect de ma fonction. Lorsqu'ils parlent du président de la République, j'ai été déçu parce qu'ils ne l'ont pas. Et moyennant quoi, vous ne pouvez pas me citer un seul journal que j'ai poursuivi depuis 2 ans et demi. Or, je suis saisi tous les jours de demandes de chefs d'État, je peux vous faire la liste, qui se plaignent des publications de journaux en France et qui me disent « Mais comment tolérez-vous que nous soyons traités ainsi par vos journaux? Saisissez-les » Et je n'ai pas saisi un seul journal. En ce qui concerne les autres libertés, un exemple pour dire ce qu'est la France. J'ai fait faire une réforme qui est passée inaperçue, qui a été la réforme du Conseil constitutionnel, qui fait que maintenant, un certain nombre de députés ou de sénateurs, lorsqu'une loi est votée, peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour demander que cette loi soit déclarée contraire à la Constitution. Nous avons déposé un projet, le gouvernement a déposé un projet cet automne concernant la fouille des voitures automobiles. Un certain nombre de parlementaires, après que ce projet ait été voté par l'Assemblée nationale, a estimé qu'il était contraire à la Constitution. La Constitution protégeait, si vous voulez, l'automobile, qui était en somme comme le domicile des particuliers. Et finalement, le Conseil constitutionnel s'est prononcé et a donné tort au gouvernement. Est-ce que vous avez entendu une seule protestation du gouvernement? Est-ce que nous avons hésité un instant à annuler la disposition de la loi? Pas un instant. Et finalement, le Conseil constitutionnel s'est prononcé et a donné tort au gouvernement. Est-ce que vous avez entendu une seule protestation du gouvernement? Est-ce que nous avons hésité un instant à annuler la disposition de la loi? Pas un instant. Je tiens à vous dire, parce que ça les Français le savent, hein, que la France a la chance, parce qu'elle se plaint de beaucoup de choses, d'avoir un des régimes les plus libres du monde. Et tant que je serai président de la République, je serai garant de ces libertés, quelles que soient les difficultés ou les risques. Monsieur le Président, je voudrais vous présenter 2 personnes, maintenant 2 nouveaux invités, mademoiselle Lointier qui est à côté de moi et monsieur Madrange qui souhaiterait vous entretenir plus particulièrement des problèmes d'éducation. Vous parlez de l'élévation, Monsieur le Président, de l'élévation du niveau culturel. Je voudrais savoir si vous parlez quantitativement ou qualitativement. Et dans le second cas, sur quoi vous vous basez et à quel niveau vous situez vos comparaisons. D'autre part, je voudrais savoir, en tant que père de famille, comment vous voyez l'autorité à l'école. Vous êtes enseignante, madame ou... Oui, je suis enseignante à Tours. À Tours. Vous voulez poser une question sur le même sujet? C'est sensible. Monsieur le Président, c'est sensiblement le même sujet. Que pensez-vous à l'école Prenez votre temps, monsieur. Je ne vois pas clair. Préparez votre question. Prenez votre temps, voilà. Nous prenons l'impression que les enfants à l'école, entre la 4e et la 5e, on en fait 2 catégories d'enfants. Les doués et les moins doués. Ceux qui sont soi-disant doués peuvent poursuivre les études dans le cycle long, les moins doués dans le cycle court. Et les uns comme les autres, notez bien qu'en fin du compte, ils sont morts tous les 2. Il y a une coordination qui n'est pas faite, ça c'est autre chose. Mais j'ai l'impression que toutes les réformes qui ont été faites jusque là n'aboutissent à rien. Et plus ça va pire, parce que les enfants maintenant, je suis grand-père, c'est pas pour mes enfants que je parle, mes petits-enfants qui sont en train de jouer, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus où aller. Et aussi, ils peuvent aller quelque part. Ils sont au lycée de Sèvres. Au lycée de Sèvres, on leur dit, c'est des cancres. Je m'excuse, mais on les met dans une école privée où il faut payer 100 000 francs par mois. On leur dit, mais ils sont très doués, ils peuvent très bien faire. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Les 2 premiers titres de l'actualité. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Bonsoir Hervé. Bonsoir. On va parler un peu de notre métier aujourd'hui et de cette grande question sur les Français qui interrogent directement les hommes politiques à la place des journalistes. On va voir que... Lettre à Madame Cécile de Gurs.
directrice de production à l'agence CAPA. C'est un exercice dangereux. Question d'argent, question de société. Durant leur tournage, Depuis 30 ans, les citoyens m'avait touché par son engagement de gauche de bonne facture. Solidaire, la démocratie, la réponse de Marc Ablès, anthropologue, féministe, François Mickey Marty de l'Institut LH2 26 et de février 2007. Des images d'hier pour mieux comprendre aujourd'hui. Voici Madame, Monsieur, Bonsoir, 37e numéro. Premier thème, donc, les citoyens journalistes qui sont appelés à poser directement leurs questions. Alors on en parle beaucoup. J'ai donc vu l'émission. Ce qu'il reste du tournage. Une sorte d'agité du bocal pour passer à la trappe l'essentiel. La question des libertés, alors devenue centrale, après l'invasion de la Tchécoslovaquie, est réactivée aujourd'hui par le 11 septembre et ses suites. Par la Sofres, l'émission va avoir un énorme retentissement. En voici un extrait. Vous voulez bien, nous essayons, dans le laps de temps qui nous est imparti, de satisfaire à toutes les interrogations. Et je vous donne la parole à Monsieur Darmon. Monsieur Darmon, qui est mon voisin ici, et qui souhaiterait vous entreprendre des libertés, qui, je crois, est un problème très important. Oui. Vous fondez votre projet politique dans votre livre, dans vos discours, depuis votre campagne présidentielle, sur une pensée libérale moderne, avancée, et vous fondez même votre projet sur, plus généralement, la notion même de liberté. Vous avez, cela a été rappelé, taxé un peu rapidement, me semble-t-il, dans votre livre et dans nombreuses déclarations, le programme commun de collectivisme et maintenant de pure et simple bureaucratisation. Ce qui vous paraît lumineux, la bureaucratisation et le collectivisme, n'a pas paru lumineux à 49% de Français et il n'y a pas si longtemps que cela. Vous n'avez pas... On est plus sur les libertés, là. Si, vous allez comprendre pourquoi, monsieur le président. Vous ne désavouez pas, monsieur Poniatowski, lorsqu'il traite le Parti communiste de fasciste, par exemple. Et ceci, cette simplification, nuit à la liberté de choix politique et d'information des Français. Je dois dire, pour éviter tout faux débat, qu'en tant que communiste français, parce que j'ai rien à cacher de ce point de vue, je suis contre toutes les pratiques policières, les répressions psychiatriques et politiques qui ont lieu dans les pays socialistes. Et résolument. D'où ma question. Comment vous croire, lorsque vous nous parlez de liberté? Je vous retournerai volontiers votre question. Comment vous croire quand vous parlez de liberté? Mademoiselle Lévy, c'était prévu. Mais comment vous croire? La France est un des pays les plus libres du monde. Et je le dis sans craindre le démenti de personne. Je respecte vos opinions comme communiste, mais je poserai d'autres questions. Oui. Car nous citer comme exemple de liberté, au début de l'année 77 ou à la fin de 1976, les régimes communistes, il faut une singulière ignorance ou inconscience. Et 30 ans après, nous avons retrouvé cet enseignant barbu qui défiait le président de la République et qui s'est fait un peu renvoyer dans les cordes. Maurice Darmon, vous êtes avec nous. Bienvenue. Quel souvenir gardez-vous de cette journée? Ça a été un moment un peu difficile dans ma vie, et surtout quant aux conséquences. Pourquoi? Parce que la question que j'ai posée, bon, elle n'est pas entière ici. La question que je comprends, elle était peut-être un peu longue pour le style d'émission, mais il a été plus long que moi. Et, il était président. Oui, c'est ça. Mais il ne l'est plus maintenant. Hein, et moi, je suis toujours Darmon. C'est pour ça qu'on vous a invité. Voilà. Et donc, si j'ai posé cette question sur les libertés, c'est parce que elle était capitale pour moi à l'époque. Sinon, je n'aurais pas fait le déplacement. La façon dont aujourd'hui les débats évitent toutes les vraies questions. L'Europe, la clarification de notre politique internationale et de nos alliances, la montée des périls sur les libertés, qui ne sont toujours pas posées à ce stade de la campagne présidentielle, grâce à des pseudo-débats participatifs, maternants et compassionnels. Parce qu'un livre venait de sortir qui s'appelait Démocratie française, un président était là, j'étais opposé à lui, à sa politique. Moi-même, j'étais en questionnement.
Bah alors attendez, parlez-nous de ce moment-là, dans ce face-à-face avec Valéry Giscard d'Estaing. Vous vous sentez à égalité, vous vous sentez à l'aise, ou bien il y avait un contexte particulier? Pas du tout, non. On ne se sent pas du tout à l'aise lorsqu'on a le président de la République en face en 1977, qu'on est communiste, qu'on est dans l'Élysée, qu'on est à sa table, puisqu'ils avaient organisé ça avec des tables rondes. Oui, 12 tables rondes. Oui. Voilà, le président allait de l'une à l'autre, des tables de 12, vous savez, des tables de louage, quoi. Hein, voilà. Et dans les ors de l'Élysée, juste un détail pour rigoler, hein, mais après le lunch, à la fin, et on a eu un petit lunch, les poulets étaient en carton. Hein. Comment ça, les poulets étaient en carton? Les poulets. Il y avait une table avec des poulets, il y a des bols de cacahuètes, les cacahuètes étaient vraies, mais les poulets étaient en carton. Pour les caméras, pour l'image. Pour les caméras, vous voulez dire. oui, mais il y a beaucoup pour l'image dans cette affaire. Alors là, est-ce que vous avez été coaché avant? C'est-à-dire, avant l'émission, est-ce qu'on est venu vous voir? Est-ce qu'on vous a dit, voilà, quelle est la question que vous voulez poser? Vous la poserez de telle manière? Est-ce que vous avez senti une pression ou pas? Aucune pression. Aucune pression. Là-dessus, si vous voulez, bon. Il y a eu le timing de l'émission qui a fait que je suis passé très tard. C'était en direct, hein? Oui, c'était en direct, je suis passé très tard. Et vous savez, à ces moments-là, mieux que moi, vous le savez sans doute, on est surtout centré sur soi. On sait plus trop. 3. Ah, toute cette langue de bois descriptive de votre anthropologue et de votre statisticien que rien ne distingue des journalistes. Vous ne devriez pas brandir à tort et à travers cette notion de démocratie participative pour la jouer contre l'idée de démocratie représentative dont on aurait besoin. Quand on vous invite à participer à une émission, vous, pour interroger le président de la République, est-ce que ça vous est apparu comme un progrès? Ben, ça relancerait toute la question de savoir... Mais oui ou non? Est-ce que ça vous est apparu comme un progrès? Je sentais le piège. Alors pourquoi ça a été un piège? C'est ça qu'on... Non, je sentais le piège, je ne dis pas que ça l'a été. Oui, oui. Non, mais quelle a été votre frustration sur ce moment? Je suis parti avec l'idée qu'il fallait que je me méfie et que j'étais pris peut-être dans quelque chose qui allait soit me dépasser, soit me mettre à mort. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes sorti insatisfait de cette émission? Si vous voulez, la répartie de Giscard d'Estaing, du président à l'époque, était tellement de mauvaise foi, que j'en étais assis. Donc quand j'ai voulu dire qu'il n'y a pas de raison de traiter la parole de quelqu'un comme ça, bon là on le voit mal, mais je veux dire, j'ai soigneusement pris mes distances, et ça, pas par des raisons tactiques. Oui, on voit bien que vous prenez vos distances effectivement avec l'Union soviétique. Voilà. Mais vous voulez dire que vous n'avez pas pu revenir ensuite? Pas du tout. Non seulement j'ai pas pu revenir, mais je veux dire, le micro m'a été pris quand Jérôme a réalisé qu'il se pourrait que j'ai quelque chose à dire sur la façon dont il m'a été répondu. Dernière chose, pourquoi vous dites que ça a eu des conséquences néfastes sur votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Néfastes, non, importantes. Je veux dire, après, j'ai dû mesurer, mais après ça ne dépend pas du président, c'est un autre aspect de l'existence. J'ai dû mesurer la distance qui séparait la réalité du débat qui animait chaque communiste à l'époque avec son inscription dans le Parti communiste. C'est-à-dire que le parti vous a reproché d'avoir trop pris vos distances vis-à-vis de l'Union soviétique, donc finalement vous avez quitté le parti. J'ai quitté le parti, oui, à peu près dans le... Voilà, vous vous sentiez un peu indésirable. Ça a aidé à quitter, oui, c'est déclencheur. Je ne voudrais pas dire ça m'a aidé, parce que vous savez, j'ai plus perdu moi en quittant le parti que le parti en me perdant. Hein, je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein, je voudrais ça, que ça soit très important, parce que sinon, si on va vers une dérive spontanée, bon, le bobo qui revient 30 ans après, puis qu'on exhibe triomphalement à la télévision parce qu'il a quitté le Parti communiste et que maintenant il est bien installé dans sa petite maison. C'est pas seulement le Parti communiste, c'est aussi que vous avez eu des problèmes avec votre lycée quand vous êtes revenu. Oui, bon, ça c'est de l'anecdote. Oui. Ça n'a pas été très bien ressenti. Vous voyez, la télévision, c'est quelque chose qui déforme. Vous avez parlé d'un enseignant barbu, Télérama a parlé d'un étudiant barbu, et on m'a parlé d'un col roulé. Mais pourquoi l'accueil n'a pas été bon quand vous êtes revenu dans votre établissement? Pourquoi ça a été mal ressenti? Parce que j'étais censé représenter l'éducation nationale, la France, et que, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on la représente. Vous étiez très respectueux, vous avez été très correct, vous êtes bien exprimé. Vous n'aviez pas de veste? Non, j'avais pas de veste, d'une part, et donc rien à retourner. La gêne qu'on observe ici concernant Jean-Marie Le Pen, qu'on enregistre aussi concernant Valéry Giscard d'Estaing face à votre question, on voit dans son regard une part d'hésitation, c'est une gêne directe d'un représentant confronté à
au peuple lui-même. Et ces exercices-là, effectivement, sont plus crus que ceux qu'on peut voir, auxquels on peut assister aujourd'hui. C'est aussi la tentative de la part de, le dernier exemple étant cette Madame Royal et sa candidature, de la candidate de se mettre au même niveau et de parler de la même façon. Je suis mère, j'ai des enfants, j'ai des problèmes, etc. Alors que ce que j'ai eu devant moi, c'était un président à l'Élysée, me recevant chez lui dans tous ses ors. Ces trois coupures dans le vif du vrai sujet ont aggravé votre façon de conduire les débats en posant une question sans écouter la réponse plus de 5 mots. Le temps pour vous d'en trouver un pour rebondir ailleurs sans souci de pensée. Tout ceci finit par ne plus être convenable et ne dit rien de réconfortant sur l'avenir de toute parole et de pensée dans cet univers des apparences et de la dictature du tempo. Je vous ai senti tellement fraternelle sur le moment, Madame de Gurs, que vous en avez sûrement été frappée tout autant.